Les erreurs commises par un modèle sont dites de type 1 lorsqu'elles génèrent des faux positifs. Pour illustrer ces notions de vrais positifs et faux positifs, ainsi que l'utilisation de la précision dans les contextes où l'on cherche à éviter les erreurs de type 1, prenons l'exemple de l'identification des spams. On effectue un test sur la capacité d'un logiciel de messagerie à détecter des courriers indésirables. Si le test de détection est positif, le logiciel a identifié un mail comme spam, donc comme appartenant à la classe positive, la classe 1 par convention. Si au contraire le test de détection est négatif, le mail est considéré comme non spam et regroupé dans l'autre classe, la classe négative. Pour évaluer la capacité du filtre du logiciel de messagerie à détecter les spams, on calcule la précision, qui est une proportion entre les vrais positifs, c'est-à-dire les mails correctement identifiés comme des courriers indésirables, et la somme des vrais positifs et faux positifs, représentant l'ensemble des mails identifiés comme des spams par le filtre du logiciel. C'est-à-dire aussi bien les mails identifiés correctement comme indésirables, donc les vrais positifs, et les mails pour lesquels le filtre s'est trompé en les classifiant par erreur dans la classe positive des spams, alors que ces mails ne sont pas des spams. Cette erreur est dite de type 1, car elle génère des faux positifs. Au moment où cette capsule vidéo était réalisée, le répertoire spam de mon logiciel de messagerie contenait 33 mails. Si on les examine, on s'aperçoit que le filtre anti-spam du logiciel a bien effectué sa fonction. Il a isolé dans ce répertoire spam des mails qui sont manifestement des tentatives d'hameçonnage. Par contre, le filtre s'est trompé en classifiant à tort dans le dossier spam des mails correspondant à des messages liés à des newsletters ou des abonnements à des listes de diffusion. Cette situation est illustrative des cas où une erreur de type 1, générant un faux positif, est plus ennuyeuse qu'une erreur de type 2 qui génère, elle, un faux négatif. Le faux négatif, ce serait le spam non identifié qui atterrit dans notre boîte de réception au lieu d'être regroupé avec les indésirables. Il suffit de le supprimer. Par contre, le faux positif, ce serait la classification à tort comme spam d'un mail de notification tout à fait réel d'un commerçant invitant à retirer un colis d'ici 10 jours. Si vous ne pensez pas consulter le répertoire des spams pour vérifier si ce mail n'a pas été regroupé par erreur avec les indésirables, à l'issue du délai, votre colis va être renvoyé, la commande considérée comme annulée et vous devrez la réeffectuer. Dans l'exemple, le filtre anti-spam a considéré que 33 mails étaient des courriers indésirables devant être isolés et regroupés dans le dossier spam, mais il s'est trompé pour 8 mails qui sont des non-spam, faux positifs. Il n'a donc été efficace que pour 33-8 égale 25 mails qui sont effectivement des spams, identifiés correctement comme appartenant à la classe positive. La précision est médiocre, 0,75, seulement 3/4 des mails regroupés dans le dossier spam sont effectivement des spams. Pour améliorer ce rapport, il faudra faire apprendre au logiciel que les mails provenant d'expéditeurs qu'on lui aura indiqués ne doivent pas être classifiés comme des spams, mais comme des mails normaux. Par leurs caractéristiques, les filtres anti-spam constituent l'une des premières applications d'apprentissage machine apparues à l'échelle du grand public dans les années 1990. L'identification parmi les nouveaux mails de ceux qui sont frauduleux s'effectue à partir d'un jeu d'entraînement, à savoir les exemples passés utilisés par le système pour son apprentissage.